Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première interview de la série que j'ai décidé de consacrer à la danse et aux troubles du comportement alimentaire. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie tout de suite à la vidéo de présentation que vous trouverez ici ou également en barre d'infos. Donc aujourd'hui je vous partage l'interview que j'ai faite avec Émilie qui est une abonnée de longue date. Elle est professeure de danse et elle soutient mon travail sur cette chaîne depuis longtemps. Donc rien que pour ça je la remercie et je la remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions en face caméra, ce qui n'est pas forcément évident quand on aborde un sujet tel que les troubles du comportement alimentaire. Émilie est professeure de danse et je peux vous dire qu'elle a un sacré parcours, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, vous allez le voir. Un petit trigger warning car dans cette vidéo, on va parler beaucoup d'anorexie, alors je sais que ça peut un petit peu perturber certaines personnes, voilà, je préfère vous le dire de suite. On va parler également d'orthorexie, donc je vous donne la définition pour que ce soit clair. L'orthorexie est une volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Et on va parler également d'addiction au sport qui fait à la fois partie des symptômes et des séquelles de l'anorexie, comme elle va nous l'expliquer. Émilie nous racontera comment elle est rentrée dans les troubles du comportement alimentaire et quelles ont été les raisons et les motivations qui l'ont amenée à sortir de ces troubles. On abordera également la technique en danse, le sujet des blessures et de la douleur. On va également parler de son rapport au corps en tant que femme et on parlera également de son corps de danseuse après la grossesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous préviens, elle est un petit peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un café, un thé avec vous pour vous poser et l'écouter tranquillement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, allez-y, mettez un petit pouce vers le haut également, n'hésitez pas à commenter. Et voilà, n'oubliez pas de commenter avec bienveillance et respect s'il vous plaît. Je vous laisse avec l'interview. Moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième interview. Alors du coup, Émilie, merci d'être présente, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Est-ce que tu peux déjà toi te présenter, déjà toi qui tu es en quelques mots et un petit peu ton parcours en danse et qu'est-ce que tu fais dans ta vie et voilà. Alors, je m'appelle Émilie, donc actuellement je suis en poste dans une école privée de province pour amateurs que je tiens avec ma famille dans une grande ville du sud-ouest, voilà. Et donc j'ai commencé la danse vraiment tard par rapport à une carrière professionnelle. On avait 11-12 ans avec ma sœur jumelle. Donc, ça a un avantage parce qu'on était quand même en émulation toutes les deux, donc on a progressé assez vite. On avait quand même des capacités physiques pour la danse. Du coup, on a pu quand même mener une carrière, entre guillemets, après, voilà, dans le milieu de la danse classique notamment. Et donc, maintenant, j'ai mon école de danse en province. Les types de danse que tu pratiques? Alors, moi, j'ai commencé par la danse classique. C'était un peu par hasard. On n'avait pas... Ma mère nous avait inscrits dans une école, dans une petite ville. Et donc, c'était à côté de la maison. Et on a tout de suite accroché. Mais c'était pas une prof qui était diplômée. Et elle était très fan de Béjart, donc on faisait beaucoup de répertoire de Béjart, mais enfin voilà. Mais bon, on avait quand même accroché. Et après, on a déménagé dans une plus grande ville où là, il y avait vraiment une professeure qui était très très à cheval sur la technique, l'apprentissage progressif, etc. Et elle a donc formé Marie-Agnès Gillot, notamment Nathalie Kerné, enfin différents danseurs à l'Opéra de Paris. Donc on a une très bonne base grâce à cette professeure en Normandie. Donc ça, c'était le tout début, donc on a commencé tard. Mes parents ont compris qu'on était vraiment mordus, donc on a fait des concours de danse pour mettre un pied un petit peu dans le milieu, la compétition, etc. et voir comment nous, on gérait la scène et le stress. Donc ça, c'était nos premières expériences dans le Nord. Ok, super. Et je sais que tu fais un petit peu de lyrique jazz, c'est ça? C'est comme ça que tu appelles? Alors, le lyrique, c'est arrivé après. C'est vrai que bon, j'ai une petite carrière de danse classique. Et puis après, quand j'ai ouvert mon école, j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont fait aimer le danse jazz. Mais il y a beaucoup de types de jazz différents. En fait, ça dépend vraiment du professeur et de sa personnalité. Et moi, j'ai compris que dans un stage à New York, que j'aimais bien le lyrique et que c'était ça que j'avais appris avec cette personne. Et comme j'aimais me différencier de ma sœur jumelle qui fait aussi du ballet, donc je me suis lancée un petit peu dans le lyrique et ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai pris beaucoup de stages, de cours et donc maintenant je donne des cours de lyrique également dans mon école. Ok, l'interview change un petit peu en fonction du profil des personnes. Toi, tu es prof aujourd'hui, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais aujourd'hui, quelle est la fréquence à laquelle tu danses dans la Alors, semaine? moi, j'ai un jour de repos, c'est le dimanche, quand je n'ai pas de répétition.
Ok, c'est-à-dire que tu donnes tes cours? Voilà, je donne mes cours dans la semaine, je les prépare. Moi, je suis quelqu'un qui montre beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je démontre beaucoup en laissant évidemment la majorité du temps aux élèves de danser. Évidemment, je ne suis pas en représentation, mais j'ai quand même un investissement physique tout au long de la semaine, plus des cours de pilates. Plus moi, je fais du sport à côté et je m'entraîne moi-même plusieurs fois par semaine. Donc, j'ai une grosse pratique sportive, on va dire. Oui, quand tu dis tu t'entraînes toi-même, c'est que tu vas t'entraîner toi toute seule dans la salle. Oui. C'est ça, tu as toi-même ta routine de danse classique pour toi et de sport en général. J'ai ma routine de danse classique pour moi. Je fais de la natation en plus. Bon, de la kiné parce on a tous besoin de travailler nos points faibles par rapport aux blessures antérieures. Je fais un petit peu de musculation parce que ça m'a beaucoup aidé avec mes problèmes de dos. Et mon mari en fait, donc ça nous fait une activité en commun. Et bien mener, c'est pas antinomique avec la danse classique, au contraire. Beaucoup de marches, du vélo. Enfin, je veux faire aussi des activités en famille, donc du tennis, en plus des cours de danse. Beaucoup de travail de mobilité aussi. Pas forcément d'étirement, mais de mobilité. Voilà. Ok, ouais, donc tu es méga sportive et tu fais du sport toute la semaine, tous les jours, concrètement. Oui. Ok. Et alors, pour toi, c'était à quelle époque la fréquence à laquelle tu as le plus dansé? Et là, je parlais vraiment uniquement de la danse, alors lyrique y comprise, mais danse classique, c'était quand même ta base. Donc, à quelle époque tu as le plus dansé dans ta vie? À partir de 13 ans, on a commencé à pas mal danser parce qu'on voulait récupérer le temps perdu avec ma sœur. Donc, on avait aussi des cours particuliers. On prenait plusieurs cours par semaine pour préparer les concours. Et ensuite, quand j'étais en école supérieure à Cannes, à Munich et à Genève, là, on dansait toute la journée quasiment. Alors, à Cannes, j'étais dans un centre comme l'école de Marseille ou les grands conservatoires, on va dire Paris et Lyon. Donc, on est en horaire aménagé. Donc, on dansait le matin et on avait l'école l'après-midi. Et après, à Munich et à Genève, on dansait toute la journée de 9h30 jusqu'à 18h. Ok. Et ensuite, après, en compagnie, finalement, je dansais un peu moins parce qu'on avait le cours du matin et les répètes. Mais quand tu es en formation professionnelle, je pense que c'est là où tu danses le plus en cours technique parce que tu as plusieurs cours techniques dans la journée. Oui. Quel rapport tu as entretenu avec ton corps en général? Alors peut-être maintenant, tu es une femme, t'es plus une ado, t'es plus dans les cours comme une élève, évidemment. Donc je pense que c'est pas tout à fait la même chose quand tu es femme que quand tu es adolescente. Mais donc quel rapport tu entretiens avec ton corps aujourd'hui? Je parle rapport au corps général. Et puis après, on ira un petit peu peut-être plus dans le passé, mais déjà pour l'instant, aujourd'hui. Alors là, en fait, moi, j'ai 43 ans. Donc, j'ai eu plusieurs phases, et puis bon, j'ai eu un enfant aussi. Et je pense que je suis dans une période de ma vie où je suis en total accord avec mon corps. Je me sens très bien dans ma peau. Je me sens libérée du regard des autres. Je suis même fière de mon corps. Et je l'entretiens un peu comme dans ma maison, mon temple, on va dire. Je fais vraiment très attention parce qu'avec l'âge, on peut se blesser. Et donc, je fais attention à ce que je fais avec mon corps, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je suis très éduquée aussi sur la nutrition, sur tout ce qui est récupération sportive, etc. parce que je me suis aussi formée en tant que coach. Et donc là, surtout en ce moment, je suis épanouie à tout point de vue dans mon corps. Super. Et donc, la question suivante, c'était est-ce que tu dirais que tu apprécies ton corps et notamment le rapport qu'on peut avoir avec le miroir pendant le cours, même toi, que ce soit en tant qu'élève ou quand tu fais tes cours pour toi, même toute seule, ou quand tu donnes ton cours. Enfin, tu as quand même la présence quasi permanente du miroir. Qu'est-ce que ça te renvoie et quel est ton rapport à ce miroir finalement et est-ce que tu apprécies ton corps ou tu as un petit peu répondu Alors, on va dire que le miroir, c'est une contrainte parce qu'on s'en sert pour se corriger, mais on s'en sert aussi pour se jauger et se juger en même temps. Donc, moi, je juge jamais les élèves. Je suis hyper bienveillante. Par contre, c'est vrai que, on va dire, on est des femmes à l'approche des règles. Le corps change. Nous, on le sent, on le voit, mais les autres le voient pas. Mon mari le voit pas. Et puis, il y a aussi une sorte de petite dépréciation juste avant les règles. Donc, ça touche peut-être pas tout le monde, mais psychologiquement, c'est juste les 2-3 jours avant où c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est plus psychologique par rapport
aux hormones et ça se voit pas. Mais voilà, j'ai plus de mal à appréhender ces moments-là. Mais c'est pareil, je me trouve moins créative, je me trouve moins bonne en cours, alors que je reçois des élèves des fois qui m'envoient des messages. C'était génial ce soir, j'ai adoré la musique, elle était trop cool la choré, alors que moi je trouvais que c'était nul. Mais ça, c'est juste ces petites périodes-là avant les règles. Mais sinon, en fait, le miroir aussi, ça, c'est une contrainte, mais ça me permet aussi, j'aimerais pas trop changer parce que je me sens bien dans mon corps. Donc du coup, comme je me vois tous les jours dedans, je fais en sorte de m'apprécier. Voilà, j'applique des petits trucs diététiques. Je vais pas faire de gros craquages. Voilà, puis moi j'ai une alimentation saine qui me convient et qui me fait plaisir. Du coup, voilà, il n'y a pas de problème majeur à part ces 3 jours avant les règles. Voilà. Oui, ce qui est souvent le cas. Enfin, personnellement, même si je passe pas ma journée mais c'est comme ça. C'est les SPM et puis même les règles. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression que j'ai 3 kilos de plus la semaine avant les règles. Après, je me dis, attends, mais en fait, je vais avoir mes règles. Bon, détends-toi et puis mange quand t'as faim et ne te prends pas la tête. Et puis après les règles, on en reparlera. Et puis après, je retrouve mon corps normal et après, c'est comme si de rien n'était. Donc, je comprends très, très bien. Je ne change pas beaucoup, c'est juste ma vision qui change. Mais moi, je change pas. C'est ça. C'est que parfois, je peux avoir le ventre un petit peu gonflé la veille des règles ou quoi, mais en fait, ça se dégonfle. Enfin, c'est un truc qui va durer peut-être une demi-heure quand j'ai mal et après, ça passe. Donc, oui, c'est en soi, personne ne va le voir. C'est purement soi-même, son appréciation dans le miroir. Tout à fait, je comprends très bien. Ma question suivante, on va rentrer un petit peu encore plus dans le vif du sujet. As-tu déjà vécu des troubles du comportement alimentaire ou as-tu déjà eu un rapport compliqué avec la nourriture, par exemple privation, restriction, régime, etc. Alors, il y a eu plusieurs périodes. Donc, la première, c'est quand j'ai eu 14 ans. On a préparé un concours avec ma super prof en Normandie et ma sœur. Et donc, j'ai commencé à faire un petit régime parce qu'il y avait le rebond à l'adolescence, c'est un petit rebond adipeux, on va dire. Voilà, puis nous, c'était franchement, on était vraiment pas concernés que ma sœur, mais je sais pas, je l'ai fait. Et ça a bien marché. Et du coup, j'ai gagné le concours. Et du coup, j'ai fait l'amalgame, j'ai fait un régime, donc j'ai gagné parce que j'ai perdu du poids. C'est ça, c'est ce que tu as dit en fait en disant du coup, j'ai gagné le concours. C'est genre, ça a marché. Direct mon travail, pas ce que j'avais fait sur scène, vraiment et que la chorégraphie était jolie, que ma prof avait fait une très belle chorégraphie, etc. Et en fait, j'ai vu que ça, donc j'ai continué. Et j'ai tellement bien continué que je suis arrivée pour 1m66 à 37 kilos. Wow. Donc, ça a duré en fait cette préparation de concours, bon, j'imagine outre l'aspect physique, entraînement, que tu bossais techniquement, j'imagine que tu étais à fond et que tu travaillais l'artistique, etc. également. Mais cette restriction alimentaire, elle a commencé combien de temps avant ce concours ? 2 mois, parce que quand on a 14 ans, on perd en 2 secondes. Hein. Ah bah oui, je sais. Je suis pas par là. Je ne suis pas arrivée à 37 kilos en 2 mois, mais je suis arrivée, j'avais perdu 4 kilos alors que je n'avais pas besoin. Oui, je comprends. Ok. 4 kilos sur une adolescente de 14 ans, peut-être tu ne faisais pas encore 1m66 à l'époque ? Oh, si, je les faisais. J'ai fait assez vite, 1m66. Ok. Non, parce que moi, je sais que j'ai continué à grandir après, donc c'est pour ça. Mais... Non. Ok. Ça a arrêté de grandir, du coup, je pense. Bon, après, j'ai ma taille, ça me convient, c'est très bien. Mais après, hormonalement, donc j'avais déjà eu mes règles 2 fois, je les ai plus eues. Ah oui. Donc, et après, du coup, j'ai continué. Et ça a duré pendant jusqu'à temps que je devienne professeure au conservatoire d'Annecy quand j'ai eu 23. Alors attends, et donc ce poids quand même extrêmement bas de 37 kilos, tu l'as maintenu pendant combien de temps ? Alors non, ça a été progressif parce que sinon mes parents m'auraient jamais laissé faire parce qu'après on a été faire un stage à Cannes chez Rosella Hightower et là, première triple pirouette que j'ai passée sur pointe, c'était devant Madame Rosella. Et le directeur de l'école, directeur administratif, donc ils nous ont proposé c'était pas une audition, c'était un stage. Et Madame Rosella m'a dit, mais vous avez du potentiel, venez à l'école, venez en internat. Donc j'en ai parlé à mes parents. Et là, ma mère, elle avait pas encore trop vu que j'avais perdu du poids parce que je le cachais très bien.
Et à table, moi, je me suis jamais fait vomir, mais j'étais hyper intelligente pour gruger les trucs, cacher tout. Donc, Oui. et donc là, mes parents nous ont dit, bon, écoutez, vous partez en internat, c'est OK, on vous fait confiance. Et là, on est parti. Et là, j'ai continué à perdre du poids. Donc, je me souviens qu'on avait fait le lac des Cygnes avec Charles le Jus d'Elisabeth Platel en étoile. Et nous, on faisait le corps de ballet. Et donc, j'avais une photo avec Charles le Jus d'Elisabeth Platel. Et en fait, je l'ai jetée, la photo, parce que c'était pas regardable. Et nos profs nous ont laissé, je sais pas comment on a pu me laisser comme ça, j'ai jamais vu personne. Ma mère était amie avec un psychiatre, donc il savait que j'étais quand même assez intelligente et que j'étais un petit peu, que ça allait pas me faire du bien l'hospitalisation, que ça allait m'enfoncer encore plus. Donc à distance, ils m'ont fait confiance. Mais c'est vrai que après j'ai repris un petit peu parce que je voyais que sinon j'allais jamais être engagée parce qu'on faisait trop pitié et pas envie, c'est pas possible. Donc, c'est contre-productif. Donc là, je me suis un peu repris. Mais c'était très compliqué parce que fallait vraiment se manager mentalement. C'est pas du tout évident. Et puis après, j'ai trouvé des contrats. Et puis, je m'épanouissais pas du tout en compagnie parce que c'est vrai qu'après, c'est pas convivial quand on mange pas. Les gens voient que vous avez un problème. Donc, on peut pas tisser des liens amicaux. Donc, moi, j'étais assez isolée. Là, donc, en termes d'âge et de timing, ce que tu dis, c'est à quel âge là, à ce moment-là? J'ai la vingtaine quand je trouve des contrats, j'ai la vingtaine. Voilà. D'accord. Et le plus bas de ton poids, donc ce fameux 37 kilos, t'avais quel âge exactement? 18-19. D'accord, oui. Donc en fait, de 14 ans à peu près 20 ans, 22 ans, t'as vraiment perdu du poids. Kilos. Voilà. Comment? 40 kilos environ. Ça dépendait des moments. Ok. Et ça, tu l'as maintenu pendant super longtemps, quoi. Pendant 5-6 ans, ouais. Ok. Donc évidemment, il y a des conséquences, donc il y a pas de règles, donc il y avait pas d'hormones. Et puis un jour, j'ai fait des pirouettes, je me suis retrouvée sur les fesses parce que j'étais tombée, tout simplement parce que j'avais raté la pirouette, et je me suis cassé le poignet. Ouais. Donc là déjà, et puis j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai mis 6 semaines, mais après 3 mois avec un plâtre et tout parce que j'arrivais pas à consolider. Oui. Ça a des conséquences. Donc, du coup, ça a un peu stoppé dans la carrière parce que avec un plâtre sur scène, ça marche pas. C'est pas évident. Et du coup, j'ai passé mon diplôme d'État sur dossier à Paris, donc en intermittent du spectacle. Et donc là, j'ai eu mon diplôme d'État parce que je pouvais pas avoir de contrat vu que j'étais tout le temps blessée. Oui. Et il n'y a personne à ce moment-là dans ton entourage, enfin, tu parlais un petit peu de ta maman et de cette amie psychiatre, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ta famille s'inquiétait? Est-ce qu'on t'en parlait? Est-ce que ta sœur jumelle aussi t'en parlait? Enfin, alors moi, je suis maman, donc j'imagine maintenant ma mère dans quel état elle était, mais je me suis toujours maintenue un petit peu la tête hors de l'eau pour pas m'enfoncer, pour pas payer, aller à l'hôpital, etc. Et j'ai jamais vu personne, jamais. Et ma sœur, elle était en sous-poids, mais pas anorexique, mais en vrai sous-poids quand même. Okay. Parce que c'est vrai que c'était ce qui plaisait à l'époque en compagnie. Vraiment, c'est ce qui plaisait. Je suis pas surprise. Ouais. Mais de la réaction de ta famille, de tes amis, même à la danse, il n'y a aucun professeur qui a dit attention, là, t'es un petit peu. Moi, j'avais pas d'amis. J'avais pas d'amis parce que je n'arrivais pas à m'intégrer parce que j'étais à côté de la plaque. Je pouvais pas avoir de liens sociaux parce que j'étais trop centrée sur moi, sur mes problèmes, sur gérer la bouffe, gérer la fatigue. Et après, il y a un professeur, un jour, il a eu peur parce qu'on faisait des grands battements et puis il y a un garçon qui est passé à côté de moi les garçons, des fois, ils savent pas les exercices. Il a failli me taper. Et là, en fait, le prof, il lui a crié dessus parce qu'il voulait pas qu'il me casse. C'est-à-dire, il a failli taper avec un grand battement. Oui, voilà. Mais donc, du coup, alors là, et je sais qu'il parlait avec ma mère régulièrement et il lui disait il me regardait vraiment de très près parce que si je perdais le moindre gramme, là, je me maintenais, en fait. Mais pour pas qu'on me fasse arrêter l'école ou l'école pré-pro. Donc, c'est à ce moment-là où je me freinais un petit peu et je gérais, je mange un peu plus, mais je voulais pas trop reprendre, donc je me gérais comme ça. Mais tu mangeais quoi? Concrètement, c'est quoi tes repas? Je sais rien, si tu as des calories, des choses comme ça. Moi, j'avais un très bon métabolisme. Je faisais beaucoup de sport et je mangeais quand même. Mais je mangeais vraiment tellement pas assez par rapport à ce que je devais, que je perdais.
Oui, bien sûr. De manger. C'est un mécanisme et c'est un engrenage et quand on rentre dedans, le corps il suit aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même le cerveau qui rentre là-dedans aussi, pas seulement le corps, mais je sais pas si on est piégé mentalement. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. Et moi maintenant aussi, je vois des parents qui ont des petites jeunes, c'est limite. Je sais pas trop comment leur en parler, mais je vois à partir du moment où il y a un duvet sur le visage. Que là, il y a plus de cuisses, on voit plus les genoux que les cuisses, qu'il y a plein de trucs comme ça, je vois les signes. Mais c'est évident, clair, on comprend très bien. C'est ça. Parce que, pour expliquer à ceux qui vont nous regarder, le duvet, c'est que, quand on commence à être dans un stade d'anorexie assez avancé, il y a une pilosité qui se développe potentiellement. Donc, c'est pour ça que tu parles de ce duvet. Ouais. Moi, ça m'alarme un peu qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se soient inquiétées de toi, quoi. Moi, en fait, ils m'ont laissé. Moi, c'est une chance. Je pense que ça m'aurait stigmatisé l'hôpital. J'aurais mal vécu, ça aurait pas été. J'aurais pas. Mais sans parler d'hôpital déjà, tu vois, mais ne serait-ce que Est-ce que ta maman t'a, par exemple, t'as dit, mais attention, je trouve que tu manges pas assez. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais moi, je l'écoutais pas parce que moi, j'étais sous emprise de ma tête. Et je sais qu'un jour, mon père est descendu à Cannes. Et là, on a été dans une boucherie. Donc, le monsieur nous avait donné un steak de, je sais pas, 300 grammes. Il a fallu que je mange le truc. C'était horrible. Et mon père, il partait pas. Je n'avais pas mangé alors qu'il habitait en Normandie. Ouais. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais au bout d'un moment, on est des jeunes adultes. Donc, on peut pas, à part interner de force, et ça, ils savaient que ça allait me détruire, ils essayaient de manager comme ça, comme ils pouvaient. Oui, je comprends très bien. Ouais. Et donc, ta sœur jumelle, elle était dans la même école que toi, dans les mêmes parcours à peu près au même moment? En première terminale, on était dans la même classe. Ensuite, on a eu des petits contrats différents. Ensuite, en Allemagne, je suis restée 3 mois, mais je m'y plaisais pas. Ma sœur, elle est restée 1 an. Et en Suisse, on a été quelques temps ensemble aussi dans une école pré-pro. Et moi, j'avais quelques contrats au Grand Théâtre de Genève. Donc, on s'est suivis de façon aléatoire au gré des contrats et des occasions. Et elle était en sous-poids, mais pas forcément dans une restriction. Ouais, pas dans cette même restriction. Mais est-ce que elle te disait des choses aussi? Non, on était un petit peu en compète et pareil, on a une grosse addiction au sport après. Quand on a arrêté de danser, on allait faire du cardio, etc. On était très très addict au sport quand même. Je pense qu'il n'y a pas eu que l'anorexie, il y avait l'hyperactivité sportive. Bon là maintenant, je peux passer du temps, des jours où je fais rien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, je fais rien. J'arrive pas quoi. J'ai envie de me défouler, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'à une époque, on était accro à l'exercice physique, à la danse, au sport, à la course, tout. Et ça fait partie des symptômes aussi de l'anorexie. Oui. Et des symptômes. Oui, tout à fait. Je comprends, je vois très très bien. Dirais-tu que la pratique régulière de la danse, donc en l'occurrence la danse classique dans ton cas, a influencé le rapport à ton corps? Comment est-ce que la danse t'a amené à un rapport au corps plus positif ou au contraire, c'est peut-être la danse, le rapport au corps, tout ça, le rapport au miroir, qui ont fait que ça a aggravé tes troubles? En fait, ces troubles-là, ils sont nés d'un régime à la base avant un concours. C'est pas la danse, c'est la compétition qui m'a amené à ça. Oui. Parce que je pensais que j'allais être meilleure que les autres si j'étais mon poids plus bas que les autres. Voilà. Oui. Sinon, la danse, pas forcément. Là, je danse toujours. Je suis pas en compète et je suis pas en sous-poids. C'est super. Il n'y a pas de problème. Oui, mais tu n'as pas le même âge aussi. Je pense que quand on devient femme, quand on grandit, tout ça, on apprend à s'aimer malgré tout. Et même s'il y a des anorexies aussi après 40 ans ou quoi. Je connais plein de gens qui ont des problèmes encore à vraiment la trentaine passée. Hein. J'ai l'impression quand même que le rapport au corps change pour beaucoup de femmes, peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je m'en suis sortie toute seule. À partir du moment où j'ai pris mon poste au conservatoire d'Annecy, j'avais des élèves en danse-études. J'ai eu une super opportunité. Et dans la classe à côté, j'avais ma collègue qui était aussi anorexique. Et je voyais toutes ces élèves anorexiques à fond.
Je me suis dit non, je peux pas faire ça aux miennes. Donc je me suis reprise, j'ai remangé, ça n'a pas été facile parce que des fois on part dans le problème inverse, donc il faut retrouver un petit peu la balance et tout ça. Mais dans ma classe, il n'y a jamais eu de cas d'anorexie. Parce que moi, je montrais l'image d'un professeur en forme. Pas gros, voilà, mais musclé comme il fallait, en forme, énergique. On dirait healthy maintenant. Voilà, les mots n'existaient pas à l'époque, mais anorexique, toutes les élèves étaient anorexiques dans sa classe, quasiment. Oui. C'est horrible. Enfin, moi, j'ai vu ça, je me suis reprise comme ça. Mais en même temps, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Bon, j'imagine que quand tu dis toutes ces élèves étaient anorexiques, c'est parce que physiquement, elles étaient certainement très très maigres. Mais en fait, on peut faire de l'anorexie sans forcément être très très maigre, quoi, tu vois. Donc finalement, est-ce qu'on repère l'anorexie par rapport à la maigreur ou est-ce qu'on repère l'anorexie globalement par rapport à un comportement et, enfin, tu vois. À partir du moment où on est jeune, qu'on a un métabolisme de croissance et qu'on mange pas, évidemment, ça va se voir. C'est ça. Adolescent, ça se voit forcément. Si on mange pas et qu'on pratique du sport et qu'on grandit, évidemment, c'est pas possible. L'équation ne marche pas sinon. Tout à fait. Moi, je connais pas vraiment il y en a qui ont peut-être des troubles de comportement alimentaire, mais peut-être pas de l'anorexie pure et très, très intense. Mais forcément, ça amène une perte de poids. C'est une équation métabolique. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des compensations alimentaires à côté, c'est autre chose. Oui, mais tu vois, moi, par exemple, je vois des élèves que je connais pas forcément bien personnellement, mais qui s'entraînent beaucoup et qui font beaucoup de danse, ou qui faisaient il y a quelques années, par exemple, mais qui n'avaient pas forcément une morphologie très mince, et alors qu'elles se privaient, tu vois. Elles faisaient beaucoup de danse, comme, voilà, enfin, et alors que moi, par exemple, je ne fais jamais beaucoup de danse par rapport à un professionnel ou quelqu'un qui s'entraîne pour une formation. J'ai pas de problème de maigreur, grosseur, enfin, tu vois, et donc je pense qu'il y a des métabolismes différents, donc quelque part, les élèves, elles étaient sélectionnées aussi sur leur physique de base. Après, il y a des gens qui ont des problèmes métaboliques, de métabolisme lent parce qu'ils ont un peu cassé leur métabolisme, et c'est vrai que ça se voit pas forcément, mais oui, c'est sûr. Mais après, c'est compliqué parce que dans l'anorexie mentale, il y a plein d'aspects. Il faut voir s'il y a l'aspect sportif aussi, où on a tout le temps envie de faire quelque chose. Il y a plein de paramètres aussi qui s'ajoutent, pas que la nourriture. Ouais, non, mais c'est hyper complexe de toute façon. Donc, mais je trouve que repérer des anorexiques, évidemment, quand elles sont très très maigres, c'est plus facile, comme tu dis, le duvet, les genoux. Mais là, pour moi, c'est des stades très, très, très avancés, en fait, à ce moment-là, tu vois. Alors que, on peut être déjà dans l'anorexie mentale sans forcément... Enfin, moi, j'ai été dans l'anorexie mentale, j'avais pas de duvet, j'étais totalement imberbe, quoi. J'avais pas de duvet plus que ça, j'avais encore un corps qui pouvait paraître normal, mais même si j'étais très, très fine. Mais tu vois, j'étais déjà mentalement anorexique. Donc, oui, c'est compliqué. Les signes visibles, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. C'est une bonne analogie, tout à fait. Donc, toi qui as eu des TCA, donc, selon toi, est-ce que la danse a amélioré les TCA? Est-ce qu'elle t'a aidé à mieux accepter ton corps? Parce que ça apporte un bien-être, un plaisir, tout ce qu'on sait à la danse. La danse n'a pas forcément eu une valeur ajoutée ou négative. Voilà, moi, ce qui m'a vraiment posé problème, c'était la compétition. Et après, oui, après, c'était neutre. Ouais. Pour moi, c'était neutre, en fait. Voilà, c'était un moyen d'expression, et à partir du moment où j'avais les capacités physiques, où j'ai compris que il fallait pas non plus être un squelette pour fallait pas être un squelette pour c'est pas possible ça. Sinon t'as pas d'énergie et voilà. Quand tu parles de compétition, oui, j'imagine que tout le cheminement, enfin tout ton parcours professionnel, quelque part, ça a été de la compétition malgré tout. Ah oui, quand tu es devenu prof, en fait, que l'aspect compétition s'est envolé et que là, tu étais plus dans ta vie et il y avait moins cette pression de la compétition, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'est ça et je voyais que j'étais un exemple pour mes élèves. Malgré tout, on reste des exemples et il fallait que je donne le bon exemple. Donc, c'est ta bienveillance envers tes élèves qui a fait que tu
t'es soigné toi-même. C'est ça qui est fou quand même. Ouais. C'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, il y a un côté hyper, je sais pas, sororité, presque maternité, quoi. Enfin, le côté, je veux prendre soin de l'autre, pas forcément en tant que maman-enfant, mais je veux prendre soin de ces Je n'ai jeunes pas filles. de responsabilité Oui. dans le problème de quelqu'un par mon image. Oui. Oui. Et maintenant, ça va plus loin parce que, bon, j'avais pas la maturité que j'ai maintenant, mais maintenant, j'ai des élèves qui ont toutes sortes de physiques et absolument jamais de la... Moi, je vois la technique, je vois l'artistique, je vois les chorégraphies, mais jamais je ferai aucun jugement sur le physique. Parce que je sais que, par exemple, moi, il y a un professeur qui me disait non, mais arrête de serrer les fesses, tu vas avoir des grosses fesses. Ou alors, tendez vos genoux, vous allez avoir du gras sur les genoux. Et moi, c'était horrible pour moi. Je voulais pas avoir de forme. Donc, du coup, je faisais comme je pouvais pour bien travailler de façon musculaire. Et un jour, j'étais à Paris, j'ai vu une petite dame qui avait peut-être une soixantaine d'années, qui faisait de la barre au sol tous les jours. Elle avait même le chignon en haut de la tête, presque la tête plate comme les bébés. Elle n'avait pas de fesses, pas de forme. Et je me suis dit, oh, ah ben non, mais je veux pas du tout ressembler à ça. Moi, je veux des formes. Voilà. Donc, du coup, je me suis réveillée aussi en regardant d'autres corps et en faisant le lien de ce qu'on m'avait dit que c'était complètement idiot. Oui. Et quand j'ai eu la petite dame, mais juste que pour moi, en fait, on se voit pas, on voit les autres. Donc du coup, après, on se compare aussi aux autres, pas forcément de façon péjorative ou négative, mais juste pour se faire une jauge. Tout à fait, oui, oui. Mais tu vois, au-delà de l'aspect purement minceur, anorexie, etc., est-ce que la danse, ça a pu améliorer l'image que tu as de toi ou ça l'a détériorée? Je te donne un exemple. Par exemple, si moi je me regarde pendant que je fais une arabesque, je vais dire purée, mais j'ai pas de dos, purée, mais j'ai pas de force, purée, mais je suis pas souple. C'est un exemple, hein, je grossis le trait, mais je suis quand même assez bienveillante avec moi-même. Mais malgré tout, tu vois, la danse va me renvoyer l'image de quand même, je suis pas assez souple, il faudrait que je sois plus forte. Tu vois, ça me renvoie ça au-delà de l'apparence physique, tu vois. Alors moi, je pense que si on juge le plus dur. Donc c'est pour ça que les choses qui m'ont un petit peu redonné confiance en moi, c'était des paroles extérieures, c'était pas ma propre voix dans ma tête. Donc je sais qu'un jour un stage à New York, on avait fait des sauts et on m'avait dit que j'avais des sauts magnifiques. Et du coup j'étais super contente et ça m'a redonné confiance en moi. Et je ne fais pas des faux compliments à mes élèves, mais quand je vois des choses qui progressent, des choses qui sont bien, je le dis. Parce qu'en fait, nous, en tant que prof, on dit que ce qui va pas parce qu'on corrige. Donc, du coup, on veut améliorer la personne, mais il faut aussi dire ce qui va parfois. Donc, faut faire beaucoup de corrections et un petit peu de compliments dans le sens où sincère. Et je pense que moi, c'est les compliments extérieurs sur ma danse qui m'ont redonné confiance en moi et dans le travail que j'avais fourni. C'est ça, dans l'aspect technique, travail, effort, persévérance. Voilà. Et en lyrique, je fais beaucoup de recherches par moi-même de mouvements parce que j'ai mon style à moi. Et puis, par contre, j'aime pas être vue quand je fais mes recherches. Mais à partir du moment où ça aboutit, mes chorés et tout ça, ma gestuelle, moi, je suis super contente de la montrer, de l'apprendre et de faire des petits films, des trucs comme ça parce que je trouve que c'est sympa, c'est joli. Bon, après, voilà, faut pas tout le temps se juger négativement. Mais quand ça a un peu abouti, moi, ça me procure beaucoup de plaisir et je trouve que, ouais, c'est bien. Oui, bah c'est bien. Oui, tu peux aussi t'auto-satisfaire, te dire je suis contente de moi, j'ai fait ça, ça te plaît à toi déjà. Après, ça plaît aux autres, bien sûr, mais c'est déjà super que ça te plaise à toi et du coup, ça redonne confiance en soi. Être perfectionniste, c'est être toujours dans la recherche du mieux et de ne jamais aboutir à rien parfois. Donc, il faut savoir s'arrêter, se dire c'était pas parfait, mais c'était pas mal et ça, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pas non plus toujours viser la lune. Je pense que tu es aussi très exigeante avec toi-même malgré tout, quoi. Enfin, je pense que toutes les danseuses classiques, même les danseurs contemporains aussi, hein, mais je veux dire, comme tous les danseurs, c'est ça. Toutes les danseuses, tous les danseurs, oui, je suis assez d'accord. Je vois beaucoup ce profil autour de moi, ce profil de personnes exigeantes avec elles-mêmes, perfectionnistes et que c'est un petit peu ça. Malgré tout, ça va beaucoup avec les TCA. C'est un peu des, comment dire, ah oui, des traits.
terre, quoi, qui sont On n'est pas dans sensibles. la prise, on est dans le contrôle absolu, le contrôle infini. Voilà. Le contrôle, tellement dans le contrôle qu'on nie sa propre personne, son propre corps. Voilà, c'est ça les TCA. Oui. Tu nies tes besoins, ou Oui. tu nies tes sensations. Tu peux nier ta faim, tu peux nier ta satiété, tu peux nier plein La de choses. fatigue, les Nier blessures. la fatigue, exactement. Et d'ailleurs, tu t'es pas mal blessée, Voilà. j'imagine, comme tous les danseurs, toutes les danseuses, tu t'es pas mal blessée aussi par moment. Tu as eu beaucoup de... Nous, on se dit, voilà, c'est fini, c'est pas quand on est fatigué, c'est quand c'est fini. On a fini quand le pas il est fait, quand le cours est fini, quand la chorégraphie est apprise. Voilà, là c'est fini, même si tu es fatigué. On s'arrête pas quand on est fatigué. On s'arrête quand le travail est fini. C'est ça. Voilà. Mais tu as eu beaucoup de blessures, toi? Non, en fait, à part le poignet, le poignet c'était un peu chiant, mais ça c'était ma faute. Après, je me suis pas du tout blessée parce que j'ai quand même des capacités physiques pour encaisser la danse classique, on va dire. Et non, par contre, j'ai attrapé une infection nosocomiale à la cheville dans une clinique du sport. Là, oui, par contre, ça m'a bien. Mais sinon, je me suis pas blessée. Ouais, tu t'es pas blessée, mais parce que, je pense, comme tu l'as dit, je pense que tu as un corps qui est certainement fait pour la danse classique. Mais je pense aussi que peut-être ta façon de travailler fait que tu ne t'abîmes pas ou que tu t'abîmes peu. Alors là, surtout quand j'étais en pré-pro et en pro, ma soeur, pareil, hein, on est allé, quoi qu'il en coûte, vraiment, les blessures, on les niait. Si on pouvait prendre un petit inflammatoire, on le prenait. La faim, on y est. La fatigue, on y est tout. On y allait, le couteau entre les dents, on y allait. Voilà. Je sais que avec ma sœur, on prenait des cours avec un prof à Genève qui est réputé pour être, si tu ne manges pas avant son cours, tu n'arrives même pas au grand battement. Donc, il y avait des filles qui arrivaient en stage et elles mangeaient pas trop. Et là, elles tombaient dans les pommes. Et donc, bon, nous, on mangeait suffisamment, on savait gérer le truc. Mais ma sœur, au 3e cours avec ce prof, elle avait son petit chignon, pas une goutte de sueur. Elle avait un peu de blush aux joues, un petit peu rouge. Et puis, c'est tout. Elle était prête à repartir pour un 4e cours. Et nous, on était tous morts. Bon, ma sœur, c'est une machine. Moi, j'étais un peu comme ça, mais elle, c'était vraiment extrême. Je sais que un jour, elle avait des staphylocoques sur les orteils et elle faisait des sautés sur pointe. Donc, sur scène, elle faisait sa variation. Elle sautait sur pointe. Et après, à partir du moment où elle mettait le pied hors de la scène, elle marchait à 4 pattes. Oh là là, ouais. Mais ça, c'est l'adrénaline aussi. Hein. Ça, c'est l'adrénaline, les hormones qui prennent... C'est quand on est jumeaux, on est tout le temps compète. Et nous, c'était sans arrêt. Par exemple, je sais que le matin à 6h, on commençait par 100 abdos et après on mettait les jambes en grand pli à la seconde allongées sur le dos et ma soeur me montait les pieds sur les genoux et on se pressait les pieds jusqu'à temps que les genoux touchent par terre. Et ça, on le faisait tous les matins. Mais c'est pas bon du tout. Vous êtes des bourrines, quoi. Voilà, nous, on était à la chinoise. Voilà. Ouais, c'est ça, quoi, des bourrines. Enfin, ouais. On ne nous mettait pas la pression, on le faisait nous-mêmes. Oui. Donc non, je ne conseille pas de faire comme nous. C'était oui, bien sûr. Mais donc du coup, est-ce que tu t'es, parce que tu n'as pas eu de blessure, tu t'es pas, bon, à part ce poignet, donc qui était un peu, voilà, j'ai eu de la chance. Tu avais les os fragiles à ce moment-là du fait de l'anorexie, mais tu n'as pas eu, j'en sais rien, moi, un tendon qui s'est étiré, même des petites choses. Tu n'as rien eu? Je sais que quand j'ai fait une imagerie à mon pied, pendant que j'ai attrapé la maladie, le germe nosocomial à la cheville, c'était parce que j'avais un petit kyste à la cheville, un petit gonflement et ça me gênait. Et moi, je suis assez proactive quand il y a un truc qui va pas. Bon, mais je le faisais malgré tout. Et là, on a découvert que j'avais plus que 3 ligaments sur 6 à ma cheville. Mais moi, j'étais tellement musclée que c'est pas grave, je continuais. Ouais, bah tu t'es quand même pété des trucs dans le corps. Je continue. Oui, ça, tu continues. Oui. Mais j'ai attrapé aussi une algoneurodystrophie. Donc ça, c'est une maladie très douloureuse. Ça peut durer entre 6 mois et 18 mois. On m'en avait parlé de ça. Mais j'avais pas trop compris ce que c'était quand tu m'en avais parlé. C'est un syndrome douloureux qui n'est pas relié à une blessure. C'est comme un syndrome post-traumatique d'une blessure. Et en fait, on a une douleur qui est vraiment horrible, presque de stade, c'est horrible. Mais il n'y a plus rien cliniquement. C'est juste, il reste que de la douleur. Système nerveux qui pète un câble.
c'est ça, qui est en burn-out, en fait, on va dire. Il y en a qui ont ça au visage, il y en a qui ont ça en migraine, il y en a, voilà, ça, c'est différent. Nous, la leukodystrophie, c'est aux articulations. Et moi, je sais que mon kiné m'a dit que c'est la seule personne qui connaissait, qui travaillait avec ça, c'était moi. Et moi, c'était à la cheville et je donnais les cours avec. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui est localisé, hein, c'est ça? Alors moi, c'était à la cheville, mais des fois, je pouvais pas marcher, des fois, je m'arrêtais en cours, je n'arrivais plus à bouger. Mais après, je continuais avec mes mains et je continue après. Mes chorégraphies lyriques, elles étaient un peu moulées sur ma douleur. Je voyais pendant 1 an, je n'ai pas posé vraiment le talon. Je faisais tout de l'autre côté, tout ça, mais ça se voyait pas, c'était beau, hein, mais les gens, je pense qu'ils ont une jambe plus musclée que l'autre dans les chorégraphies. Mais bon, après, voilà, je faisais selon ma capacité. Ouais. Mais normalement, on est en béquille. Moi, je donnais mes cours. Donc, je pense que par rapport à l'anorexie, j'ai un mental aussi. C'est pas normal. Enfin, j'ai gardé des séquelles dans le sens où je m'écoute pas. Oui, tu vas complètement au-delà de la douleur que, bon, tu la ressens, elle est là. Puis... À partir du moment où je sais que c'est pas dangereux pour moi. Ouais. Si c'est une douleur qui est dangereuse et que je sais que je peux m'abîmer et perdre mon capital physique, parce que c'est vraiment le plus important pour moi, là, je m'arrête. Ouais. Mais si c'est juste de la douleur, sans que de la douleur, je continue. J'avais parlé de ça, enfin, je sais pas exactement, il y a longtemps, j'avais parlé de ça dans une vidéo finalement, la douleur... elle peut être normale, mais il y a une différence entre une douleur comme tu l'as décrit et une douleur qui dit attention, blessure, casse, voilà, peu importe ce que c'est comme blessure, mais il y a une différence et on la sent cette différence. T'as ton, je sais pas moi, une sorte de veille qui dit là c'est blessure assurée, donc là on arrête. Ouais. Et particulièrement pour mes élèves, par contre là je suis hyper regardante sur la sécurité. Moi non, mais pour eux oui, et les enfants et tout. Je fais tout l'inverse pour les autres. Je comprends. Je comprends bien. Bon, et dans tout ça, alors, aujourd'hui, comment tu prends soin de toi? Bon, là, j'ai l'âge que j'ai, donc maintenant, je peux plus non plus faire comme si j'avais 20 ans, parce que physiquement, c'est jeune, 43, mais après, quand on a fait beaucoup de sport et qu'on est encore dans un engagement physique, on peut plus faire n'importe quoi. Du coup, je fais attention à ma récupération, à mon alimentation, dans le sens où je dois avoir, très très qualitative, etc. Et puis je prends beaucoup de compléments alimentaires, collagène, oméga 3. Je suis assez calée sur la nutrition. Donc du coup, ça me permet d'avoir un rythme de vie très soutenu sans payer les conséquences. Ok, oui. Mais et prendre soin de toi dans tout ça. Donc, certes, tu parles d'alimentation, surveiller trop d'activités. Après, bon. Maintenant, j'ai compris que, surtout depuis le Covid, avant, j'étais vraiment boulot. Maintenant, je sais qu'il me faut ma bulle à côté et avec mon mari, on a une vie de couple et une vie de famille qui est beaucoup plus développée qu'avant le Covid. Et je ne pourrais pas revenir en arrière et c'est vraiment un équilibre. Ça, c'est important. Donc, faire des choses avec lui, avec le petit, voilà. Qu'avant, j'étais vraiment beaucoup tout le temps dans la danse, l'école, tout ça. Ouais. C'est aussi prendre soin de soi, que de passer du temps avec les autres, d'avoir une vie sociale, une vie de famille, c'est important aussi. Ah oui, c'est un équilibre, c'est comme une table à 4 pieds, si on enlève un pied, ça marche pas. C'est ça, tout à fait, ouais. Et donc, aujourd'hui, je sais pas, par exemple, tu dis que tu es calée en nutrition, que tu fais attention à ton alimentation, que ça se manifeste comment concrètement, qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu vois? Alors, moi, malheureusement, suite à ma grossesse, j'avais déjà une maladie auto-immune de la thyroïde avant. Et après, j'ai eu une intolérance au gluten. C'est auto-immunitaire aussi. Donc là, je peux plus manger. Donc depuis 11 ans, je mange plus de blé, donc d'avoine, de seigle, etc. Tout ce qui contient du gluten. Donc je fais tout moi-même parce que c'est vrai que ce qu'on achète en général, c'est pas très bon. Et je fais beaucoup de cuisine du monde. Il y a plein de cuisines en fait, comme les cuisines indiennes, mauriciennes. Parce que moi, j'ai longtemps habité à Maurice. Tout ce qui est pratique, il n'y a pas de gluten en fait. Donc je cuisine beaucoup moi-même. Je mange voilà, moi je crois pas. La chronobiologie pour moi, c'est je mange quand j'ai faim, quand je suis. Je fais attention aussi à espacer par rapport au cours parce qu'on peut pas manger énormément avant un cours, donc je mange plutôt après le soir. Donc je mange beaucoup plus le soir. Et par contre, à un moment, je mangeais mes émotions quand même parce que je suis assez empathique.
Et des fois, j'ai des personnes qui arrivent en cours, surtout depuis le Covid, il y a des gens qui ont traversé beaucoup de choses dans leur vie et qui ramènent ça dans le studio. Donc moi, je sens en fait ce qui se passe et je le prends beaucoup pour moi. Maintenant, je fais abstraction de ça. Et au départ, je mangeais mes émotions aussi, donc je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi. Du coup, maintenant, je parle avec mon mari, je me calme un petit peu avant de manger et je mange ce que j'ai besoin selon ma faim, mais pas selon comment je me sens dans ma tête. Oui, quand tu dis manger tes émotions, ça me parle, mais c'est-à-dire que concrètement, tu t'arrivais le soir chez toi après la journée où tu avais quand même un peu, j'ai envie de dire, mangé les émotions des autres finalement. Et du coup, ça se manifestait comment? C'est-à-dire que tu mangeais tout de suite par réflexe et je sais pas, tu vas dévorer la moitié de la baguette de pain avant le repas et tu enchaînes et voilà. Ou... baguette de pain, mais je mangeais. Mais parce que c'est la première chose que moi je ferais, par exemple, c'est le pain, mais ça peut être autre chose dans ton cas, tu vois, genre je sais pas, manger une banane, manger je sais même pas quoi, mais. Et après, moi, comme je fais tout moi-même, si après le moment où il n'y a plus rien de prêt, eh ben. Bon, ça limite, au niveau logistique, ça limite aussi, parce qu'à partir du moment où je ne vais pas à 22h me remettre dans une cuisson d'un plat ou quelque chose, quoi. Mais je mangeais des choses que je n'avais pas forcément besoin et que ce n'était pas forcément l'heure non plus. Bon, de toute façon, moi, je réveillonne tous les soirs vu que je termine tard le soir, mais je me rendais compte que ce n'était pas la bonne raison de manger. Ce n'était pas comme ça me convenait pas. Et du coup, après, quand j'ai compris ça, j'ai changé et j'ai travaillé aussi sur ma relation avec les autres. Je peux pas aider tout le monde, je peux pas compatir avec tout le monde, je peux pas changer la vie de tout le monde. Et des fois, quand ils sont pas bien en cours, c'est pas forcément de ma faute, c'est parce qu'ils ont amené leurs problèmes de l'extérieur. Donc maintenant que j'ai fait un peu la paix avec ça, je suis toujours aussi empathique, j'essaie toujours d'amener du fun, des blagues. En cours de pilates, les gens ils viennent aussi pour la blague, parce qu'à partir du moment où on fait des grandes séries où ça brûle un petit peu, on n'a pas besoin de trop respirer parce que c'est des séries pour les fessiers. Moi, je raconte toujours un petit truc, un petit one man show. Enfin, ça se transforme vraiment en sketch, et donc les gens ils reviennent pour ça, donc voilà, donc je préfère donner du bonheur autant que je peux. Les gens le reçoivent pas, mais je prends plus toute la responsabilité du bonheur des gens en cours parce que c'est pas possible. Mais avant, pour moi, un cours de danse réussi, c'est quand quelqu'un a bien transpiré, a appris quelque chose, a corrigé un défaut et s'est éclaté et a bien rigolé. Donc des fois les gens ils rigolaient pas et moi je me dis merde, le cours il est raté. Bon, maintenant, non. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on propose quelque chose et qu'on a 15 élèves, il y en a forcément qui vont adorer, d'autres qui ne vont pas aimer. Ça, c'est comme ça. C'est OK, oui, je comprends. Mais avant, il fallait que tout le monde... Je voulais avoir 100% de réussite, comme tout ce que je fais. Je voulais que tout le monde soit heureux et ce n'était pas possible. Aujourd'hui, tu arrives à trouver un équilibre entre ta pratique de la danse, ton alimentation, le bien-être, etc. Et donc, tu arrives un peu à lâcher prise, finalement, avec... le rapport au corps, le rapport à l'alimentation finalement. Enfin, ça n'est plus un problème en fait. Ah ben maintenant, je suis même fière de mon corps. On a fait une petite photo avec mon mari de danse et tout ça. Enfin, avant, je me détestais en photo. Maintenant, je me trouve mignonne, je me trouve belle. Qu'avant, c'était horrible alors que j'ai le même corps et que avant, je voulais même pas ni montrer mon ventre ni mes épaules. Je sais pas pourquoi. Bon, maintenant, je peux porter un débardeur. Enfin, c'était des choses bêtes. Il n'y a pas si longtemps et maintenant bon ça va très bien et parce que il y a des complexes aussi qu'on inculque t'as les épaules larges enfin plein de choses comme ça bêtes en fait et maintenant je trouve que il y a une cohérence dans mon corps, c'est moi, je suis presque unique parce que bon ma sœur on se ressemble, on n'est pas clonés mais on se ressemble et la diversité c'est beau et puis moi je m'aime bien, mon mari m'aime comme je suis, mon corps il est fonctionnel, il me fait faire plein de choses et je le remercie, j'en prends soin. C'est chouette. C'est chouette d'avoir fait tout ce chemin. Ça prend 43 ans quand même. Ah ouais, ça prend du temps, mais en tout cas, c'est bien d'y arriver. Comme quoi, enfin, je trouve que c'est J'avais envie de dire pour toutes les petites jeunes qui se sentent mal à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, après une grossesse ou quoi, en fait, le corps n'est pas figé, il est plastique et on peut vraiment agir dessus, mais sans l'opprimer. Et après 40 ans, il y en a qui ont peur de vieillir, mais bon, après, je pense qu'il y a des copines de 50 ans qui me disent que c'est pareil. Donc moi, à 50 ans, je n'envisage pas encore parce que c'est un peu loin et c'est toujours un petit peu effrayant de prendre de l'âge. On ne sait jamais ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Mais moi, je voulais rassurer toutes les filles qui sont pas encore quarantenaires et qui ont peur de cette tranche de la quarantaine. On croit qu'on est périmé, mais pas du tout. Ouais. Donc c'est, je crois, l'âge où je me sens le mieux par rapport à tout ce que j'ai, en comparant à ce que j'ai vécu. Ouais.
Et puis même au-delà de celles qui approchent de 40 ans, c'est mon cas, mais comme tu dis, les petites jeunes de 15 ans, 20 ans, enfin moi je sais que j'ai pas du tout le même corps que bah, forcément quand j'avais 12 ans, 15 ans, et j'avais pas le même corps à 20 ans, et j'ai plutôt le même corps maintenant que quand j'étais ado, quoi, tu vois. À 20 ans, j'avais pas un corps d'ado, j'avais plus de poids, tu vois. Enfin, j'avais pas de muscles, j'étais pas sèche du tout, et j'étais, je sais pas, mince, mais moelleuse, quoi. Voilà, il y a des standards aussi, il y a des modes, c'est horrible. La mode du corps, je comprends pas. Parce on a un corps pour la vie, on peut pas suivre une mode. Non, c'est clair. Donc, et à chaque âge, à ses différences, il faut s'accepter, il faut être bienveillant. Mais par contre, il faut pas se laisser aller parce que c'est vrai qu'on peut pas faire n'importe quoi et après espérer. Il faut être responsable de son corps, mais il faut pas le juger en permanence. C'est ça, tout à fait. Et je trouve que c'est important, ce que tu as dit, c'est de souligner que, ben oui, il y a une malléabilité du corps, que c'est plastique, que c'est pas quelque chose de figé, quoi. Et enfin, je pense que bah, tu as dû le vivre aussi pendant ta grossesse, et après, la perte du poids après la grossesse et tout. Enfin, moi, c'est hallucinant, le nombre de kilos. Ouais. Franchement, j'ai de la chance, j'ai pris 8 kilos sans me priver. Ouais. Je crois que 6 semaines après l'accouchement, j'étais encore plus canon qu'avant parce que j'allaitais, donc j'avais des seins, enfin. C'était un peu élargi, donc j'avais le taille gap, j'étais sur la plage, j'étais incroyable. J'avais jamais été aussi belle que, à part les cernes, on va dire, que après ma grossesse. Donc je peux pas dire, moi mon postpartum, il a été très très facile. Par contre, avant, j'ai eu beaucoup de problèmes de PMA qui n'ont rien à voir avec l'anorexie. Donc là, par contre, oui, c'était plus compliqué. Mais après l'accouchement, franchement, je n'ai pas eu de postpartum compliqué. Hein. C'est une chance aussi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Oui. Et puis même, tu peux prendre, comme moi, j'ai pris 16 kilos à peu près. J'ai des copines qui ont pris 25 kilos. Bon, elles étaient peut-être un peu en sous-poids. Moi, j'étais pas en sous-poids, mais en poids de forme normal, quoi, on va dire, mince, sans être maigre. Et tu vois, j'ai pris 16 kilos, que bien sûr, j'ai perdu les kilos du bébé, tout ça. J'ai perdu le ventre. Mais après, moi, ça a été très, très progressif pendant quasi un an, en fait. Toute la durée de mon allaitement. Alors après, j'ai eu des phases où j'ai perdu assez vite d'un coup, tu vois, par palier. Mais ça a été très progressif. Et puis là, je suis même plus mince maintenant que juste avant ma grossesse, tu vois. Oui, ça arrive très souvent. Et franchement, mais en fait, c'était mon poids de quoi 3 ans avant la grossesse. Oui. C'était mon poids de forme, en fait. Donc, tu vois, comme quoi, j'étais pas inquiète. Même si ça a pris son temps, j'étais pas inquiète de ça. Bon, moi, je sais que c'est les hormones aussi, tu vois. Ça m'a bien fait maigrir. Voilà, mais moi, je voulais pas le faire pour maigrir. Je le faisais pour mon fils, que j'ai allaité pendant 2 ans et demi. Et par contre, ma sœur, l'allaitement, ça l'a pas aidé à perdre du tout. Ça dépend, on est jumelles, pourtant, on va pas Moi, j'ai vraiment, comme je te dis, ça a été progressif le long de l'allaitement. Mais si tu veux, j'ai pas eu, j'allaite, parce que j'allaitais en plein pendant longtemps. J'allaite en plein et donc je perds 10 kilos d'un coup. Non. Moi, je pense que le corps, il n'était pas prêt à perdre 10 kilos d'un coup. Tout de suite, j'ai eu vraiment de la chance. C'est aussi dans la tête et c'est aussi, tu vois, mais moi, personnellement, comme quoi je pense que le corps est bien fait, c'est que moi, dans ma tête, j'étais pas prête à perdre d'un coup 10 kilos. Tu vois, j'étais genre, ah tiens, j'ai perdu 3 kilos, puis ah tiens, j'ai encore perdu un peu. Mais tu vois, moi, ça me convenait très bien d'aller doucement finalement. Et j'ai rien décidé. Mais quelque part, moi, de perdre peut-être d'un coup, j'en sais rien, 10 kilos, en fait, ça m'aurait peut-être complètement changé mes repères et peut-être que ça aurait été un choc finalement. Et tu vois, donc comme quoi, faut faire confiance. Faut faire confiance à son corps et voilà, il n'y a pas. On n'a pas le choix. Il faut suivre ce que le corps veut. Ils fonctionnent ensemble. Quoi. On ne peut pas être qu'un corps. C'est. Tout à fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter? Donc, tu as un petit peu donné un message aux filles un petit peu plus jeunes et je trouve que c'est très, très bienveillant et très, très positif finalement comme message. Après, je pense qu'il faut essayer de... Si on voit quelqu'un qui est en difficulté avec l'alimentation, donc déjà de ne pas le juger, mais peut-être de lui proposer des activités qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Donc, moi, j'ai des amis, bon, je ne vais pas les inviter à manger parce que, je ne peux pas l'inviter à manger, mais c'est pas...
bah du coup faire autre chose avec ces personnes-là et ne pas se dire ah bah non, enfin on va laisser tomber, c'est trop compliqué, là que des problèmes. Parce que c'est vrai que nous en France, on aime bien partager des moments autour d'un verre, autour d'un goûter, autour d'un repas. Et en fait, il y a d'autres choses à faire. Bah pourquoi on n'irait pas faire l'escalade ou une balade ou se faire un truc avec des livres ou voilà. Quand on voit quelqu'un qui a un problème alimentaire, de pas l'isoler parce qu'en général, ça isole énormément. Oui. Et puis pas stigmatiser la personne. Genre, elle, c'est la nana avec des TCA, quoi. Ou elle, c'est la nana anorexique, donc bon. Après, les gens, ils se personnifient. Voilà, certaines personnes se personnifient par leurs symptômes et leurs maladies et deviennent la maladie malgré eux. Donc, c'est bien aussi de leur rendre leur personnalité en dehors de leurs troubles. Tout à fait. Après, c'est comme un parasite. Et la maladie, c'est nous. Alors que non, il y a quelqu'un. Voilà. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est très juste. Bah, merci beaucoup. Oh, c'est émouvant. Merci beaucoup pour ton témoignage et puis voilà, d'avoir envoyé ces belles ondes et ces jolis messages qui, je pense, font du bien à entendre et j'espère que ça fera du bien à plusieurs jeunes filles qui écoutent et qui ne sont pas forcément très bien là tout de suite maintenant et jeunes filles ou jeunes garçons d'ailleurs, je ne sais pas, mais voilà. Parce qu'il n'y a pas que les filles qui souffrent de TCA. Merci beaucoup, Émilie. C'était trop chouette. Avec plaisir. Puis j'espère qu'au niveau de la technique, ça va fonctionner.